Ce que Macron a dit à Séoul change tout. Analyse économique et diplomatique. Emmanuel Macron vient de mettre des mots publics sur ce que les capitales européennes murmurent en coulisses depuis des semaines. En marge d'une visite d'État en Corée du Sud, visiblement à bout de patience face aux journalistes, il a lâché « La guerre contre l'Iran n'est pas un spectacle. Quand on veut être pris au sérieux, on ne peut pas tenir un discours radicalement différent d'un jour à l'autre. » Et puis cette phrase sans précédent dans la diplomatie transatlantique moderne « Peut-être que vous devriez vous abstenir de parler chaque jour, laissez les choses se stabiliser. » Un président européen en exercice demande publiquement au président américain de se taire devant des caméras. On the record, je suis économiste. J'analyse les structures d'alliances, les effets économiques des crises diplomatiques et la lecture géopolitique des marchés financiers depuis plus de 2 décennies. Ce matin, en contextualisant ces déclarations avec tout ce que j'ai documenté depuis le 28 février, je dois vous montrer ce que la plupart des commentateurs ratent. Ce n'est pas une friction entre deux tempéraments, c'est la documentation publique d'une fracture institutionnelle entre Washington et son allié continental le plus stratégique, à un moment précis et mesurable. Acte 1. La contradiction que Macron a mise à nu. Commençons par poser la contradiction spécifique que Macron a identifiée, parce qu'elle est analytiquement béton. En juin 2025, Trump ordonne des frappes aériennes sur les sites nucléaires iraniens. Il déclare ensuite que le programme nucléaire de l'Iran a été complètement et totalement oblitéré. Cette formulation n'apparaît pas une fois. Elle est répétée sous des variantes au moins 12 fois entre juin 2025 et février 2026. Oblitération totale du potentiel nucléaire iranien. La menace a été éliminée. Nous avons effacé leur programme. Le 28 février 2026, Trump lance une nouvelle campagne militaire contre l'Iran. Motif officiel invoqué, frapper le programme d'armement nucléaire iranien. La dernière opportunité de neutraliser cette menace. Macron, devant les journalistes à Séoul, a formulé la réponse la plus simple et la plus dévastante diplomatiquement possible. Je rappelle qu'il y a 6 mois, on nous assurait que tout avait été détruit. Ces deux affirmations ne peuvent pas coexister. La logique est élémentaire. Soit le programme était oblitéré en juin 2025, auquel cas il n'existait aucune justification à une nouvelle guerre en février 2026. Soit il ne l'était pas, auquel cas 12 déclarations présidentielles répétées étaient factuellement fausses. En économie institutionnelle, la crédibilité d'un acteur se mesure à la cohérence entre ses engagements verbaux et ses actes. Un acteur dont les déclarations contredisent ses actions ne peut pas être intégré dans des planifications stratégiques. Les alliés ne peuvent pas asseoir leur sécurité nationale sur des garanties dont la cohérence interne est démontrablement défaillante. Acte 2. Le pattern de signal contradictoire. Voilà maintenant la séquence plus large que Macron désigne comme « trop de bavardage » et que je vais documenter analytiquement. Sur la guerre elle-même, en l'espace d'une seule semaine, lundi, un cessez-le-feu est imminent. Mardi, la victoire militaire est déjà acquise. Mercredi, l'Iran sera bombardé jusqu'à l'âge de pierre. Jeudi, les négociations avancent. Ces 4 affirmations impliquent 4 états radicalement incompatibles de la réalité militaire. Si le cessez-le-feu est imminent, pourquoi menacer d'escalade totale? Si la guerre est gagnée, pourquoi est-elle encore en cours? Si les négociations progressent, d'où viennent les menaces d'intensification? En économie des signaux, lorsqu'un acteur émet des informations contradictoires sur la même réalité, les marchés ne peuvent pas sélectionner le signal pertinent. Ils intègrent alors de la volatilité. C'est pour cela que les cours du pétrole fluctuent de 10% en une journée sur un tweet présidentiel. C'est pour cela que les rendements obligataires américains réagissent à chaque déclaration contradictoire. Le coût économique de l'incohérence présidentielle est mesurable dans les données de marché. Macron l'a traduit en langage diplomatique. Il y a trop de bruit. Ce que le registre diplomatique formule ainsi signifie dans le fond le président américain traite un conflit armé comme un programme de télé-réalité. Acte 3. Comment une alliance meurt sans être formellement dissoute? Voilà maintenant la dimension que j'estime analytiquement la plus structurante, celle qui dépasse les personnalités pour toucher aux architectures institutionnelles. Macron a formulé quelque chose de précis sur l'OTAN. Les alliances ont de la valeur à cause de ce qui n'est pas dit, la confiance sous-jacente. Si vous instillez chaque jour un doute sur votre engagement, vous videz l'alliance de sa substance. Les partenaires doivent se montrer au moment critique, pas commenter quotidiennement pour savoir s'ils le feront. Voici la thèse institutionnelle que Macron formule et que je valide économiquement. Une alliance militaire fonctionne comme un contrat d'assurance. La valeur de cette assurance ne repose pas uniquement sur le versement effectif lors du sinistre. Elle repose sur la certitude que ce versement aura lieu.
Un assureur qui déclare chaque matin « Je ne sais pas encore si j'honorerai vos sinistres, ça dépend de mon humeur du jour », a déjà détruit la valeur de ses contrats, même si aucun remboursement n'a encore été refusé. C'est exactement ce que l'administration Trump fait avec le temps. Sans retrait formel, elle génère quotidiennement de l'incertitude sur l'engagement américain, et cette incertitude a un coût économique réel et mesurable. Les gouvernements alliés qui planifient leur défense doivent désormais intégrer un scénario jusqu'ici jugé impensable, celui où la garantie américaine s'évapore. Cette intégration se traduit concrètement par des budgets de défense en hausse, des achats d'armement national plutôt qu'américains, et le développement de capacités autonomes de commandement et de renseignement. Autrement dit, les Alliés absorbent le coût de l'incertitude américaine en réduisant progressivement leur dépendance envers Washington. C'est la mort lente d'une alliance par accumulation d'incertitudes, non par un événement unique et dramatique. Acte 4. Ce n'est pas notre guerre. La déclaration la plus sous-estimée. Voici maintenant la phrase de Macron que j'estime analytiquement la plus significative et la plus sous-couverte dans les analyses médiatiques. Je ne suis pas en position de commenter une opération que les États-Unis et Israël ont décidée seuls. Ils se plaignent ensuite d'être seuls dans une guerre qu'ils ont décidée seuls. Ce n'est pas notre opération. Pourquoi cette déclaration est-elle historiquement remarquable? Depuis 1949, depuis la fondation de l'OTAN, la doctrine française à l'égard des opérations américaines n'a jamais atteint ce niveau de distanciation publique explicite sur une opération militaire en cours. De Gaulle avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, une décision institutionnelle majeure. Macron, en 2026, va plus loin dans une direction différente. Il ne dit pas « la France quitte l'OTAN ». Il dit « cette guerre spécifique n'est pas la nôtre. Vous l'avez choisie seule. Vous la portez seule ». Ce que cela signifie institutionnellement et économiquement est fondamental. La France vient de rompre le lien de solidarité automatique avec les États-Unis sur cette opération militaire précise. Ce n'est pas une rupture formelle de l'Alliance, c'est la reconnaissance publique que l'Alliance ne signifie plus le soutien systématique à toute initiative militaire américaine. Et une fois ce précédent établi, il est extrêmement difficile de l'effacer. La prochaine fois que Washington lance une opération, les alliés européens évalueront s'ils choisissent d'y participer plutôt que de la soutenir par réflexe conditionné. Ce basculement logique est fondamental. Acte 5. Le sommet des 40 nations sans Washington. Voici le développement diplomatique le plus symboliquement puissant de cette séquence. Le Royaume-Uni a organisé un sommet réunissant plus de 40 nations pour répondre à la crise du détroit d'Ormuz. Les États-Unis n'y ont pas été conviés. Mesurons l'ampleur de ce fait analytiquement. L'Amérique déclenche une guerre qui bloque le détroit d'Ormuz. 40 nations se mobilisent pour gérer les conséquences de ce blocage sans inviter l'Amérique, parce que l'Amérique est identifiée comme le problème à gérer, non comme la solution à mobiliser. La comparaison historique est édifiante. En 2001, après les attentats du 11 septembre, le monde entier s'est rallié derrière les États-Unis. Des coalitions se sont formées sous leadership américain. L'article 5 de l'OTAN a mobilisé des dizaines d'alliés. En 2026, ces mêmes dizaines de nations se mobilisent pour gérer les conséquences d'une décision américaine, et elles le font en excluant Washington. Ce n'est pas un détail protocolaire. C'est l'indicateur le plus précis du changement de statut américain dans l'ordre mondial, du rôle de chef de file vers celui de source du problème à contenir. Et les conséquences économiques de ce changement de statut sont durables. Les pays qui gèrent des crises sans Washington construisent des réseaux d'information, de coordination et d'influence qui n'intègrent pas Washington. Ces réseaux survivent à la crise qui les a générés. Les décisions commerciales, énergétiques et financières prises dans ces réseaux reflètent progressivement leur logique propre, non les préférences américaines. Acte 6. L'insulte personnelle et ses effets politiques concrets. Voici la dimension que les économistes abordent rarement, mais qui produit des effets politiques réels. Trump aurait, lors d'un déjeuner privé, imité un accent français et affirmé que la femme de Macron le traitait extrêmement mal, référence à une vidéo de 2025 que Macron a depuis qualifiée de désinformation. Ces propos ont déclenché une vague d'indignation en France. Le président de l'Assemblée nationale a jugé le comportement de Trump inacceptable. L'aspect analytiquement le plus significatif est le suivant. Emmanuel Ménard, coordinateur de la France insoumise, le parti de gauche radical de Mélenchon, critique habituelle de Macron, est venu publiquement à la défense du président. Que Donald Trump lui parle ainsi et évoque sa femme de cette façon, je trouve ça absolument inacceptable. Lorsque vos adversaires politiques intérieurs vous défendent contre les attaques d'un dirigeant étranger,
Cet étranger a définitivement franchi une ligne. Et voilà ce que cela produit économiquement et politiquement. L'insulte personnelle d'un dirigeant étranger consolide l'opinion publique domestique contre cet étranger. Elle renforce les positions que Macron souhaitait tenir de toute façon, mais lui offre désormais un soutien bipartisan pour les tenir. La France peut maintenant refuser de rejoindre des opérations américaines en citant le comportement de Trump comme justification. Une justification que son opinion publique, de gauche à droite, comprend et valide. C'est une ressource politique que Macron n'avait pas avant cette insulte. Trump la lui a offerte gratuitement. Acte 7. Le plan militaire américain jugé irréaliste. Voici maintenant la dimension militaro-économique la plus coûteuse pour la crédibilité américaine. Macron a explicitement rejeté le plan américain de rouvrir militairement le détroit d'Ormuz, le qualifiant d'irréaliste, parce que cela prendrait trop longtemps et exposerait les navires aux capacités côtières des gardiens de la Révolution, qui disposent de missiles balistiques et d'un arsenal significatif de moyens asymétriques. La position française est claire et publique. Rouvrir le détroit ne peut se faire qu'en concertation avec l'Iran, ce qui requiert un cessez-le-feu et des négociations politiques. Ce qui vient de se passer institutionnellement est d'une portée considérable. La France vient de publiquement invalider la stratégie militaire américaine, non pas de manière feutrée et diplomatique, mais explicitement en public, en nommant les raisons techniques précises pour lesquelles elle est vouée à l'échec. Et voilà ce que cela coûte à la crédibilité américaine sur les marchés. Lorsque votre allié le plus proche déclare publiquement que votre plan militaire est irréaliste, les marchés mondiaux intègrent dans leur modèle une probabilité réduite que la stratégie américaine produise les résultats annoncés, ce qui augmente les primes de risque, ce qui maintient les prix pétroliers à des niveaux élevés, ce qui aggrave l'inflation américaine. La déclaration diplomatique de Macron produit des effets économiques mesurables via l'ajustement des probabilités de résolution du conflit par les marchés. Acte 8. Les contradictions comme stratégie. L'audience domestique contre les alliés. Voici l'analyse politico-économique que je dois formuler, parce qu'elle explique pourquoi ces contradictions persistent. Ces contradictions n'ont pas d'importance pour l'audience domestique américaine, qui n'a ni le temps ni l'accès aux archives nécessaires pour traquer chaque déclaration. Les partisans ont tendance à adopter la position la plus récente sans interroger sa cohérence avec les positions antérieures. Pour la communication politique intérieure, les contradictions peuvent fonctionner. Mais pour les alliés et les marchés financiers, les contradictions sont enregistrées et analysées. Les ministères des Affaires étrangères européens maintiennent des archives précises de chaque déclaration officielle américaine. Ils les comparent, identifient les incohérences et en tirent des conclusions sur la fiabilité de Washington comme partenaire. Les marchés financiers font exactement la même chose, mais en millisecondes, avec des milliards en jeu. Lorsque Trump répète « oblitérer » 12 fois puis lance une nouvelle guerre 8 mois plus tard, les marchés révisent à la baisse la probabilité que ces prochaines déclarations soient exactes, ce qui augmente les primes d'incertitude, ce qui amplifie la volatilité, ce qui rend les décisions économiques plus coûteuses pour tous les acteurs. Acte 9. Ce que l'histoire des alliances enseigne sur ce type de rupture. Voici maintenant la perspective historique nécessaire pour contextualiser ce moment. Les alliances ne se fracturent généralement pas lors d'un événement unique et dramatique. Elles se disloquent par accumulation d'incidents, chacun marginal pris isolément, mais dont la somme transforme une relation de confiance en relation de méfiance calculée. La séquence documentée dans le cas franco-américain. Les États-Unis lancent une guerre sans consulter Paris. Trump réclame ensuite le soutien français. La France décline. Trump qualifie l'OTAN de tigre de papier et menace d'en retirer les États-Unis. Il insulte personnellement Macron et sa famille. Macron déclare publiquement que le plan militaire américain est irréaliste. Chacun de ces épisodes, pris séparément, resterait diplomatiquement gérable. Ensemble, ils reconfigurent structurellement la relation. Ce que l'histoire des alliances enseigne sur ce type de reconfiguration est précis. Une fois la confiance suffisamment érodée, les comportements de coopération automatique cèdent la place à des calculs coûts-bénéfices. La France ne raisonne plus « nous sommes un allié, nous soutenons par défaut ». Elle raisonne « qu'avons-nous à gagner à soutenir cette position spécifique ?» Ce passage du réflexe au calcul est la transformation la plus fondamentale dans une relation d'alliance, et une fois qu'il s'est produit, il est extrêmement difficile de l'inverser. Acte 10. Les composantes d'une transformation systémique. Voici maintenant la synthèse qui connecte tout ce que j'ai analysé depuis le 28 février en un tableau cohérent. Les moqueries publiques de Trump, les menaces sur l'OTAN, l'effritement des solidarités alliées, les ventes de bons du Trésor, la divergence du crédit privé, ce ne sont pas des histoires belles séparées.
Ce sont les composantes d'une même transformation que nous documentons en temps réel. Composante 1. L'isolement diplomatique. L'Espagne ferme son espace aérien. L'Italie bloque l'accès à la base de Sigonella. La France retire son soutien. 40 nations se réunissent sans Washington. Résultat. Réduction de la valeur de l'alliance américaine comme actif diplomatique. Composante 2. Les fissures du pétrodollar. Péage d'Ormuz libellé en yuan. Arrangements bilatéraux. Chine, Iran et Arabie saoudite dans des systèmes de paiement alternatifs. Résultat. Réduction de la demande structurelle de dollars dans les échanges pétroliers. Composante 3. Les ventes de bons du Trésor. Les banques centrales alliées liquident des obligations américaines pour défendre leur monnaie face à la crise pétrolière. Résultat. Hausse des rendements, coût accru de la dette américaine. Composante 4. La crise du crédit privé. Taux de défaut record, fonds qui suspendent les retraits, instabilité croissante du système financier américain. Résultat. Réduction de l'attrait des actifs américains pour les investisseurs étrangers. Composante 5. L'inflation la plus élevée du G7. 4,2% projeté, stagflation, banque centrale paralysée entre inflation et récession. Résultat. Détérioration de la position économique relative des États-Unis. Ces 5 composantes ne sont pas indépendantes. Elles s'alimentent mutuellement et décrivent toute la même trajectoire. La fragmentation de la puissance américaine, non par effondrement brutal, mais par accumulation de contradictions, de promesses non tenues et d'alliés qui apprennent à gérer les crises sans Washington. Conclusion. Ce que « ce n'est pas un show » signifie économiquement, voici la vérité que les données économiques et diplomatiques m'imposent de formuler. Ce n'est pas un show. Nous parlons de guerre et de paix, de la vie des femmes et des hommes. Cette phrase, prononcée à Séoul, restera dans les archives diplomatiques comme l'une des déclarations les plus directes jamais faites par un dirigeant européen à l'adresse d'un président américain en exercice. Elle énonce quelque chose d'économiquement précis. La politique étrangère américaine est devenue un instrument de communication politique domestique, non plus un outil de gestion sérieuse des relations internationales. Et lorsque la politique étrangère d'une puissance mondiale cesse d'être ancrée dans des objectifs cohérents, les coûts économiques sont réels et mesurables. Les primes de risque augmentent, la volatilité s'installe durablement, les alliés se recalibrent, les marchés ajustent leurs probabilités, les flux de capitaux se diversifient vers des actifs alternatifs. Ce qui rend ce moment distinct de tous les précédents, c'est ceci. Ce n'est plus seulement Trump qui apparaît imprévisible, c'est le système américain lui-même qui démontre aux yeux des alliés et des marchés qu'il peut produire et maintenir durablement des dirigeants dont les déclarations sont structurellement incohérentes. Et cela, au-delà d'un individu ou d'un mandat, remet en question la fiabilité systémique de Washington comme partenaire à long terme. C'est pour cela que les alliés construisent des alternatives, non parce qu'ils cherchent la rupture, mais parce que la prudence rationnelle face à l'incertitude systémique l'exige. Pensez-vous que la relation transatlantique peut se reconstruire après cette séquence? Ou le changement structurel est-il déjà irréversible? Et quelles sont, selon vous, les conséquences économiques les plus concrètes pour les ménages européens de cette fracture diplomatique?